royaume de Belgique, au moins 40 000 Congolais seraient en séjour. Alors que la migration congolaise vers la Belgique est passée d'une stratégie de circulation à une stratégie d'installation. Parce que les gens parfois disent pas tout à fait la vérité. Parce que quelqu'un leur a dit « Ah, avec ça, vous allez avoir du succès ». Ce qui ne joue pas chez nous. On regarde cas par cas. La plupart partent après, quand ils ont eu un visa de 2 mois, de 3 mois, ils sont partis au moment que l'échéance est finie. Comment la Belgique multiplie les restrictions face aux migrants? Quel avenir pour l'immigration entre les deux pays? Que quelqu'un n'a pas besoin d'une agence de voyage, il peut introduire une demande lui-même. Il sait mieux que personne pourquoi il vient, combien de temps il vient, où il va loger, qui va-t-il voir, et il sait expliquer ça. Pas une agence de voyage qui fait pour tout le monde du tourisme. Freddy Rosemont, invité des ITW. I'm very serious. Non, c'est pas vous, c'est qui, c'est lui. L'Office des étrangers en Belgique est compétent pour l'accès, le séjour et le retour forcé de non-belges, des étrangers. Donc, dans le cadre des procédures d'asile, on fait l'enregistrement, le début, on fait la convention de Dublin, ça veut dire déterminer quel pays de l'Union est compétent pour traiter les demandes, et à la fin, au moment que la décision a été prise, décision prise par une instance indépendante, le commissariat pour réfugiés et apatrides, à ce moment, l'Office intervient pour ou donner un titre de séjour à quelqu'un ou de le faire éloigner du territoire, non seulement belge, mais aussi Schengen. La frustration augmente au fur et à mesure des jours. Au plus tu passes une nuit dans la rue, au plus tu es frustré. Donc il y a aussi des agressions, un peu de violence. Mais surtout énormément de frustration et aussi des personnes qui sont résignées, qui attendent patiemment d'avoir une place d'accueil. Un migrant dans notre législation, c'est quelqu'un qui n'est pas un Belge. Donc vous avez toutes sortes de migrants temporaires, des migrants pour le travail, pour les études, des migrants qui sont venus dans le cadre du regroupement familial. Tout ça existe, mais finalement, ce sont des procédures. Le migrant, c'est un non-belge. Je leur ai expliqué que ma femme est ukrainienne, mais elle ne peut pas venir parce qu'elle est calée, elle est sur la ligne de front. Et les routes sont barrées, les routes sont coupées pour pas venir. Ils m'ont dit, tant qu'elle ne vient pas, tu vas rester illégal. Comme je suis un homme seul et que je n'ai pas le passeport ukrainien, je suis la double victime. La collaboration depuis très longtemps, 19 ans en effet, est excellente dans le sens qu'on se connaît bien, on a des liens, on travaille ensemble, on forme les agents ensemble, on construit même des bâtiments ici en Congo ensemble. Donc c'est vraiment un atout qu'on a de travailler avec nos collègues congolaises. Et c'est dans la migration quelque chose de très important parce que migration, ça veut dire des gens qui bougent, des gens qui sont mobiles. Tu ne sais jamais faire ça tout seul. La Belgique est certainement pas contre les gens du Congo, au contraire. Beaucoup de Belges sont d'origine congolaise. On est membre de la famille ici, on est membre des connaissances, des collègues de business, des affaires. Donc, c'est absolument pas le cas. Le fait est que, naturellement, on demande de visa. C'est une application d'une réglementation européenne, le Schengen Code pour le visa. Et on travaille non seulement pour la Belgique, mais pour tous les pays de Schengen. On doit faire notre travail sérieux. Et ça veut dire qu'une demande de visa va être examinée vraiment sur les documents produits, sur les raisons invoquées. Mais c'est certainement pas avec une idée négative. Oui, on a une base de données pour les demandeurs de visa européenne. On a aussi une base de données pour les demandeurs d'asile. C'est une base de données pas sur base de nom, mais sur base d'empreintes digitales. Donc, on sait quand même retrouver qui a fait quelle procédure, qui a fait quoi et où. Et ça, c'est important pour savoir le trajet de quelqu'un. Parce que les gens, parfois, disent pas tout à fait la vérité. Au moment que les personnes sont dans l'espace Schengen et ils sont là avec un visa valable, donc en principe, il n'y a rien qui se passe. Les gens passent leur temps nécessaire et utile
en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne. Ils peuvent aller en France, à Paris, à Amsterdam, à Berlin, n'importe, dans le délai accordé. La plupart partent après, quand ils ont eu un visa de 2 mois ou de 3 mois, ils sont partis au moment que l'échéance est finie. Ce sont seulement ceux qui introduisent d'autres procédures après, et le plus courant là est la procédure d'asile, la procédure de protection internationale. À ce moment, on va vérifier d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils ont déclaré auparavant, qu'est-ce qu'ils déclarent maintenant, est-ce vrai ce qu'ils proposent, et tout ça est un examen cas par cas. Le nombre de demandes d'asile, non seulement congolais, mais en général augmente parce que il y a dans le monde actuel un nombre de régions où il y a une problématique sévère, une problématique difficile. Vous avez la guerre en Gaza, vous avez eu le problème en Afghanistan, la guerre civile en Syrie. Ce sont tous des gens qui, souvent à juste titre, prétendent avoir une protection nécessaire. C'est pas le cas pour le demandeur du Congo. Le demandeur du Congo, il essaye de nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, ça devient une décision négative. Sur la législation, on a 2 bases. On a la protection subsidiaire, c'est une directive européenne de 2007 qui nous oblige de donner de protection à quelqu'un qui est susceptible d'avoir de violences aveugles. Violence aveugle, ça peut être d'un bombardement, de gens qui sont tellement susceptibles d'avoir des violences parce qu'il y a une guerre là, il y a le terrorisme là, qu'à ce moment, ils ont besoin de protection. Et l'autre, ça c'est beaucoup plus individuel, c'est la Convention de Genève de 51 qui dit que les gens qui sont persécutés par l'État, pas avoir des ennuis avec votre voisin ou avec le propriétaire de votre terrain, c'est par l'État que, à ce moment, pour des raisons politiques, religieuses, appartenance à un groupe social, à ce moment, vous méritez le statut de réfugié. Tout le monde qui a besoin de protection va le recevoir. On ne travaille pas avec le profil, on travaille avec la déclaration et avec la vérité de ces déclarations, parce que souvent les gens disent quelque chose qui n'est pas réel, pas vrai, parce que quelqu'un leur a dit « Ah, avec ça, vous allez avoir du succès ». Ce qui ne joue pas chez nous. On regarde cas par cas. Et personne A peut avoir du succès, personne B avec le même truc, mais qui n'est pas vrai, peut avoir une décision négative. Il n'y a pas d'exception. C'est absolu. Quelqu'un qui est poursuivi va avoir la protection. S'il y a après, au moment qu'ils ont le statut, s'il y a des problèmes d'ordre public graves, à ce moment, on peut demander au commissaire général de retirer le statut parce que les gens ne se comportent pas bien, font un meurtre, font un hold-up, un truc comme ça. Ça s'applique pour beaucoup de pays et beaucoup de gens. L'incertitude, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser et qu'on doit faire sûr qu'on utilise les moyens qu'on peut-être on allait dépenser en demande d'asile, argent, temps, énergie, qu'on utilise pour quelque chose de plus positif, mais ici, en ce moment. Comme je disais, on a une augmentation de beaucoup de pays, et parce qu'on n'aime pas de faire du travail inutile. Et traiter une demande d'asile abusif, c'est du travail inutile, parce que les gens ont quand même pas besoin de protection. Ça existe, les gens doivent l'accepter, c'est avec IOM, avec Caritas, avec un NGO local, mais à ce moment, c'est vraiment cas par cas. Quelqu'un veut devenir chauffeur de taxi, on va lui chercher où acheter un taxi, on va lui chercher un logement, on va lui mettre en contact avec son famille, mais il faut l'accepter. Et ça, c'est la difficulté, parce que beaucoup de gens n'acceptent pas le retour. Donc, ils n'utilisent pas cette offre faite. Notre nouveau programme va viser, d'un côté, à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, notamment à travers les investissements dans les services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation,
mais aussi à encourager une nouvelle dynamique de croissance à travers un engagement plus fort avec le secteur privé. Pour les 5 prochaines années, l'objectif, c'est justement de réaliser plus de résultats, d'avoir plus d'impact en faveur de la population. Notamment, l'Office des étrangers, c'est un service de migration. On a en Belgique Enabel, c'est le service de développement qui fait beaucoup de projets en Congo, qui est assez actif. Ça, c'est une discussion qui dépasse la procédure d'asile. C'est le bien-être des gens, c'est le développement économique, c'est le développement du commerce. Tout ça est nécessaire, je pense. Mais ça, un service d'asile ne va pas pouvoir faire. Actuellement, on bénéficie, quand le nombre de demandes d'asile diminue, tous les deux bénéficient. Notre bénéfice est moins de travail, moins de demandeurs, et c'est l'image du Congo qui va augmenter. Parce que si tu descends du 6e de la liste au 16e ou au 26e, c'est tout à fait une autre situation. Actuellement, les agences de voyage, ils font ça parce que ça leur rapporte. Au moment qu'ils n'ont plus de clients, ça ne va pas leur rapporter. Donc, il faut commencer à la base et faire sûr que les agences de voyage ne font pas comme ils font maintenant, et c'est dégueulasse, de bloquer toute la place et empêcher un demandeur individuel de faire une demande. Mais au moment que le demandeur individuel, à ce moment, a le courage de dire « moi, je vais faire ça moi-même, tout seul, avec un rendez-vous que j'ai obtenu, sans agence de voyage », à ce moment, ils vont perdre leur marché. Et beaucoup plus de places vont devenir libres pour le rendez-vous. Donc, on commence à l'origine. L'origine est que quelqu'un n'a pas besoin d'une agence de voyage. Il peut introduire une demande lui-même. Il sait mieux que personne pourquoi il vient, combien de temps il vient, où il va loger, qui va-t-il voir, et il sait expliquer ça. Pas une agence de voyage qui fait pour tout le monde du tourisme, ce qui, en général, est même pas correct, parce que c'est la visite familiale qui est la raison la plus importante pour venir en Belgique. Une migration positive. De plus que les gens utilisent les procédures légaux, de mieux que ça va marcher. Ça va faire ensemble avec une descente du nombre de demandeurs d'asile. L'image du Congo va augmenter d'une façon positive et on va pouvoir installer plus de gens de façon légale en Belgique. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça, c'est une décision que les politiciens doivent prendre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un réfugié reconnu a plus ou moins les mêmes droits qu'un Belge. Seulement, peu des Congolais sont reconnus. Ça, c'est la grande différence. Ceux qui ont une décision négative dans l'asile, qui ont eu une ordre de quitter le territoire, n'ont plus de droits. Ils ont carrément, ils doivent quitter le plus vite que possible et ils ne peuvent rien faire d'autre que ça. On en a beaucoup. C'est une partie de notre job, c'est lutter contre ça. Et c'est dès que quelqu'un est arrêté par un policier local ou fédéral en Belgique, n'a pas de document de séjour, on va examiner son dossier, on va regarder la situation, et quand la situation est négative, au moment qu'il a peut-être reçu déjà 2-3 heures de quitter le territoire, au moment que notre coach a déjà dit tu peux pas rester, tu dois retourner, le retour volontaire est là, mais il ne l'a pas accepté, on va le mettre en détention et on va organiser son rapatriement, son retour forcé. Rien d'autre. Pas travailler, pas éducation, pas santé publique normale, seulement l'aide médicale urgente. La porte est fermée, il n'y a personne qui rentre. Aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué puisqu'on voit dans une des files derrière un nombre de populations vulnérables qui est plus important que d'habitude. Et puis, on voit de l'autre côté pas mal d'hommes seuls, dont on sait que le traitement ne se fera vraisemblablement pas aujourd'hui. L'idée est que les gens ne sont pas là. Donc, ils ne tombent pas malades. Donc, ils ne vont pas avoir besoin de soins. Mais ceux qui sont sérieusement malades, un pneumonie par exemple, eux vont être soignés. C'est le médecin traitant qui va décider si c'est urgent ou pas. Traiter les êtres humains, c'est complètement autre. Ça, c'est abuser les gens pour y gagner de l'argent. Mais héberger quelqu'un pour quelques jours, quelques semaines, il n'y a aucun suivi négatif, aucun risque. La situation en Belgique est déjà pas triste, c'est déjà pas facile. Si on a des migrants en plus, c'est vrai que ça peut apporter plus de problèmes. Mais de là à dire qu'ils vont prendre tout le boulot des Belges, je dirais peut-être pas, mais bon.
En ce qui concerne les camionneurs et les maçons, parce qu'ils travaillent en noir ou à vil prix et qu'avec les taxes que nous payons en Belgique, on ne peut pas les concurrencer. Ils peuvent certainement apporter quelque chose, un plus à notre main-d'œuvre, peut-être un savoir différent, mais de là, je crois que c'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu. Quand ces gens travaillent sans contribuer à la sécurité sociale, l'aide médicale est un deuxième. Pour les demandeurs d'asile, la réception d'un demandeur d'asile, le centre d'accueil, tout ça coûte financièrement, mais aussi, et ça c'est plutôt politique, c'est que le gouvernement veut donner l'image qu'il maîtrise des choses, que c'est le gouvernement et la législation en charge, qu'on ne subit pas. Et ça c'est seulement avec une migration contrôlée possible. On a besoin de main-d'œuvre apte pour le job et choisie par nous. Pas quelqu'un qui arrive et dit « moi je vais faire ça ». Non, on va d'abord voir « ah, on a besoin de maçons, vous êtes maçon, vous pouvez faire ça ». Ah, viens, que signe un contrat de travail, ce firme-là a besoin de 5 maçons ou de 10 maçons et commence à travailler là. L'approche est différente. L'approche est d'abord vérifier si les gens sont capables, s'ils sont prêts à le faire, et après les inviter. Et ne pas venir et dire « je suis là ». Je veux quelque chose. Depuis le 1er mai, la Belgique a mis en place de nouvelles règles pour l'immigration des travailleurs étrangers, visant à simplifier le processus tout en répondant aux besoins du marché du travail. On délivre plusieurs milliers de permis de travail par an, un par un. Ça dépend du nombre de travailleurs qu'on a besoin. Peut-être dans le futur, ça va être difficile de faire le one-on-one. Mais ça, c'est le gouvernement, de nouvelle formation du gouvernement flamand, va devoir décider sur ça, comment ils prennent la migration pour le travail et le travail par le non-belge. Je pense pas qu'on peut parler d'une crise. Je pense que un nombre des États Schengen ont un peu le même esprit que je venais d'expliquer, c'est que le service et les autorités veulent être en contrôle. Et plus que maintenant, parce que maintenant, il y a une augmentation des demandeurs d'asile aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne. Donc, il y a un nouveau pacte de migration qui va arriver en juin 26, qui va quand même pour beaucoup de choses faire une différence. Ça, c'est les Européens, par la législation, ont d'autres possibilités que les non-Européens. Ça, c'est tout à fait correct, juridiquement correct, mais ça n'a rien à voir avec couleur du peau ou origine. Le risque d'être envoyé au Rwanda était si faible, moins d'1%. Cela n'a jamais eu d'effet dissuasif. Ils avaient plus de chances de ne jamais se voir envoyer là-bas et de devoir rester ici. Il fallait donc payer l'hébergement pour une très très longue période. Cela a eu l'effet complètement inverse. Je ne suis pas prêt à continuer avec ce genre d'astuce. Le nouveau gouvernement britannique a annulé l'accord avec le Rwanda en disant c'est pas faisable, c'est pas bien et c'est pas faisable. Donc le gouvernement belge n'est absolument pas pour une procédure comme ça. C'est pas la solution n'est pas de mettre les gens quelque part dans un autre pays où ils n'ont pas de contact, où ils n'ont pas de racines. On préfère de retourner les gens dans leur pays natal. Ce qui me met mal à l'aise, c'est que les gens croient quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas correct et que ceux qui le rencontrent savent que c'est pas correct. Ça, c'est pour moi un abus fondamental. Si moi, je vous dis, vous allez gagner le loto demain ou la semaine prochaine, les chances sont extrêmement minimes. Ils sont nuls, je pense. Mais moi, je sais ça, que vous pouvez pas gagner. Donc, pourquoi le faire? Pourquoi conseiller de quelqu'un de participer? Et ça, c'est un peu ce qui se passe. Les gens doivent dépenser de l'argent pour les trafiquants, pour les agences de voyage, plusieurs centaines de dollars. Ça vend très bien, les agences de voyage savent que ça ne peut pas apporter. Peut-être pour le visa,
Peut-être, mais certainement pas pour la demande d'asile. Je pense que personne pense qu'ils savent tous. On a des spécialistes dans les événements, on a des spécialistes dans les déclarations, on a des spécialistes dans les intégratoires. Donc, naturellement, une erreur est toujours humaine, mais il y en a très très peu, pour ne pas dire même pas. On tombe sur beaucoup de coups, en effet. L'infiltration, c'est pour la lutte contre le traite des êtres humains. Ça, c'est du travail du police et de la justice. Si c'est nécessaire, pourquoi pas. On a quelqu'un ici qui travaille journalièrement avec le DGM, qui échange d'informations. On a formé déjà des gens du DGM dans l'aéroport, pas seulement pour l'entrée, mais aussi pour la sortie. Quand quelqu'un veut sortir avec des faux documents, que les agents du DGM et la compagnie aérienne le rattrapent et ne le pas laissent monter parce que le document est clairement un faux. Tout ça, ça aide. Ça va pas être la solution complète, mais ça aide. Parce qu'on contrôle aussi le risque de migration illégale. La police fédérale qui travaille pour nous contrôle avec les documents aussi le risque d'immigration légale qu'un nombre d'autres aéroports européens ne font pas. Là, c'est un travail à la chaîne. On prend le temps, on examine, et pour ça, parfois, les gens sont détectés là-bas. Quelqu'un qui arrive ici en Congo sans les documents utiles et nécessaires, il faut aussi agir. Le Congo doit ne pas devenir le paradis pour les sans-papiers de d'autres pays. Tout le monde a son législation et je pense que tout le monde est fier de le faire respecter. J'entends dans beaucoup d'autres pays africains, mais surtout c'est dans le cadre de l'ECOWAS, qu'ils ont quand même pas mal de gens, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, qui se baladent partout, qui ne sont pas en règle de séjour dans le pays où ils se retrouvent. Donc, du côté africain, il y a encore du travail à faire.